Ce soir dans E égale M6, découvrez des artistes de l'extrême. Comment les dompteurs de fauves parviennent-ils à faire d'animaux dominants des êtres soumis? Quelles techniques, inspirées de la nature, leur permettent de se lancer dans la cage au lion? Comment surmontent-ils la peur? Réponse avec des scientifiques. Oh yes, good job. Le trapèze est le numéro le plus risqué du cirque. Pour réaliser ces figures aériennes, les acrobates doivent parfaitement maîtriser leur espace. Mais comment font-ils? Comment leur corps, et plus particulièrement leur oreille interne, s'adapte-t-elle à de tels bouleversements? Vous saurez tout. Maître Corbeau, sur un arbre perché. Les ventriloques peuvent parler sans bouger les lèvres. Quel est leur secret? Ah, c'est la surprise. Où cachent-ils leur voix? Parlent-ils vraiment avec le ventre? Quelles sont leurs astuces pour nous bluffer? Pour percer tous leurs secrets, Mac Lesguy a pris un petit cours de ventriloquie. Bonsoir. Il nous enchante au cirque ou à la télévision. Comment les artistes de l'extrême parviennent-ils à repousser les limites du corps humain pour réaliser leurs numéros? Qu'ils soient trapézistes, dompteurs de fauves ou ventriloques, des chercheurs se sont penchés sur leurs techniques et leurs secrets. Nous allons les découvrir dans ce numéro de E égale M6. Les dompteurs sont confrontés en permanence au danger. Comment parviennent-ils à transformer des lions ou des tigres en animaux soumis? Frédéric Edelstein, l'un des plus célèbres dompteurs de fauves, nous a ouvert les portes de sa cage. Avec des scientifiques, nous allons analyser ses prouesses. Reportage d'Hélène Ekman. Frédéric Edelstein est un dompteur d'exception. Avec ses 16 fauves, il réalise un spectacle unique au monde. Une performance rare et dangereuse quand on sait que lions et tigres sont des prédateurs par nature indomptables. Mais alors, comment fait-il pour se faire obéir? Pourquoi ces fauves acceptent-ils d'être dominés? Comment ce dompteur gère-t-il son stress dans la cage au lion? E égale M6 vous explique tout. All right. Bien, venez avec moi, je vais vous faire découvrir ma vie incroyable de dresseur de fauves. Cet homme exerce l'un des métiers les plus dangereux, dompteur de fauves. Regardez, c'est incroyable. Mais quels sont ses secrets? Comment expliquer qu'il puisse pénétrer dans cette cage sans se faire attaquer? Lions et tigres sont de dangereux prédateurs. Pour ces fauves, n'importe quel être vivant, y compris l'homme, est une proie. Mais même chez eux, il existe une stricte hiérarchie. Pour le vérifier, direction le parc animalier de Thoiry pour y observer une meute de félins. Élodie, soigneuse, nous présente le roi des lieux. Chez les lions, c'est Aramis qui est le dominant, c'est le mâle. C'est celui qui a la crinière. C'est lui qui a l'instinct de protection du territoire, l'instinct sexuel. Les autres se soumettent à son autorité, en fait. Et il ne faut surtout pas contrarier le chef de la tribu et ses sujets. Le comte de la Panouse, directeur du parc, vit avec ses fauves depuis plus de 40 ans. Pourtant, il ne les a jamais approchés. Avec leurs 300 kilos de muscles et leurs griffes acérées, mieux vaut éviter le face-à-face. Dans ce tunnel, nous sommes vraiment dans la position de la proie par rapport au prédateur. On est comme si on était à quatre pattes, et s'il n'y avait pas cette vitre, on serait mort. Garder ces distances est donc une question de survie. Car même en captivité, lions et tigres ne perdent pas leur instinct naturel. Ils ne respectent qu'une loi, celle du plus fort. Et c'est l'un des premiers secrets de Frédéric. S'il parvient à se faire obéir par ses tigres et ses lions, c'est tout simplement parce qu'il le considère comme le chef de la meute. Il est donc en position de dominant. Pourtant, Frédéric peut perdre ce statut à tout moment. Norin Chai, vétérinaire et spécialiste des grands fauves, nous explique pourquoi. Les grands félins sont des prédateurs avant tout. Systématiquement, ils voudront avoir l'ascendant aussi bien sur ses congénères que sur le dresseur lui-même. Dès qu'il sentira une faille, l'instinct va revenir, le faux reprendra l'ascendant et si le dresseur n'est pas assez expérimenté pour le voir, il peut se faire attaquer. Frédéric domine 16 fauves en même temps. Et il les domine tellement bien qu'il parvient même à s'allonger sur eux. Son second secret, c'est une parfaite maîtrise de ses appréhensions. Bah, c'est ma force aussi, hein. Pas avoir peur, c'est très important. Ah bah s'il sent la peur, il va se dire attends, lui c'est le clown du coin, on fait ce qu'on veut avec et on joue comme on veut avec lui. Pour comprendre à quel point il contrôle ses émotions, faisons une petite expérience. Nous allons mesurer les effets de la peur dans le corps de notre dompteur et les comparer à ceux de Pascal, 28 ans, qui va entrer pour la première fois dans la cage aux fauves. Ça vous dit? Le principe est simple. Nous équipons tour à tour les deux hommes de cette montre cardio-fréquence-mètre.
Objectif, mesurer la fréquence cardiaque de Pascal et Frédéric quand ils sont dans la cage au lion. S'il te plaît. Good boy, Clarence, venez avec moi. Votre rêve, c'était de le toucher. Bah voilà, allez-y. Good boy. Voilà, pas plus. Good boy. Non, bravo, mon pépère. La montre enregistre les données. Pour les analyser, nous avons rendez-vous avec le professeur Pellissolo, psychiatre et spécialiste des émotions. La fréquence cardiaque vraiment reflète l'activation du corps qui reflète indirectement les émotions sous-jacentes et notamment la peur. En vert, la fréquence cardiaque du dompteur, 100 battements à la minute en moyenne avec un pic à 120. Pascal, en rouge, est à 120 battements par minute en moyenne, un rythme qui va même par instant atteindre les 160. La conclusion de cette petite expérience, c'est que le dompteur est vraiment habitué à la situation et s'adapte très bien aux dangers potentiels. Son corps est habitué, alors que Pascal, qui n'est pas habitué, a une réaction normale face à un danger potentiel. Mais comment expliquer que Frédéric, le dompteur, soit moins sujet à la peur que Pascal ? Lorsque nous percevons un danger potentiel, 2 zones de notre cerveau s'activent. Les amygdales, en rouge sur le schéma, vont déclencher un signal d'alarme. Nous allons alors sécréter de l'adrénaline, l'hormone du stress, qui va augmenter notre fréquence cardiaque. Le cortex préfrontal, qui est le siège du raisonnement, va quant à lui analyser la situation pour stopper ou non cette production d'adrénaline. Avec plaisir, bravo. Hein. Merci pour ta confiance. Le dompteur a une amygdale qui est moins réactive, moins sensible qu'une personne moyenne et qu'en plus il a appris ensuite à mieux la maîtriser. Donc son cortex préfrontal est plus efficace alors qu'un individu normal qui n'est pas dans cette pratique va surréagir et va mettre beaucoup de temps à se calmer dans la situation. En clair, un dompteur serait naturellement moins sensible à la peur et produirait donc peu d'adrénaline. Or, c'est quand ils perçoivent cette hormone du stress que les lions attaquent. Voilà comment Frédéric a pu s'imposer comme le mâle dominant. Troisième secret, notre dompteur utilise la technique du conditionnement pour se faire obéir. Démonstration. Elle va suivre le morceau de viande, regardez, Sandra. Grâce à ce morceau de viande accroché au bout d'un bambou, Frédéric peut ordonner à Sandra d'effectuer n'importe quel numéro. Avec la récompense au bout du bambou, l'animal va suivre. Si en plus il a faim, il va faire encore les choses 2 fois plus vite. Et ensuite, en rappelant les gestes ou tel mouvement à telle figure, ça me permet de leur faire faire ce que je veux. Quand je dis à Sandra, comme ça, avec l'ordre sit-up, vous allez voir, elle va se mettre tout de suite debout. Sandra, sit-up, c'est-à-dire allez, oh, sit-up. Et dernier secret de notre dresseur, il a appris le langage des fauves. Down, down, Simba, allez. Avec les lions, c'est waouh, waouh, waouh. Avec les tigres, c'est... Elle écoute ce que je dis. How, Twisty, how, Twisty, how. All right. Grâce à des intonations et des sons qui leur sont familiers, Frédéric parvient à se faire passer pour l'un des leurs. Il me considère comme le chef, mais il me considère aussi comme un lion, sauf que j'en suis pas un. Donc le jour où ils le comprennent, faut que je fasse autre chose. Mais rassurez-vous, pour le moment, Nala, Simba et Sandra n'ont encore rien remarqué. Oh yes, good girl, brave, he's a good girl. Comment les trapézistes peuvent-ils effectuer des sauts périlleux à 10 mètres du sol sans perdre l'équilibre? Comment font-ils pour ne pas être désorientés, pour continuer à se repérer dans l'espace lorsqu'ils enchaînent toutes ces figures? Voici les secrets de ces artistes de l'extrême, reportage de Thomas van Nedervelde. Le trapèze est l'un des numéros les plus risqués au cirque. Pour réaliser de telles performances, ces acrobates ont appris à combattre le vertige et à maîtriser parfaitement leurs gestes. Quel entraînement suivent-ils pour réaliser de telles prouesses? Que ressentent-ils lorsqu'ils effectuent ces figures? Et comment leur corps s'adapte-t-il à de tels bouleversements? Pour le savoir, E=M6 a pénétré dans les coulisses d'un des plus célèbres cabarets parisiens. Et privilège rare, Christopher, le trapéziste, a accepté de nous révéler ses secrets. Pour être trapéziste, le haut du corps doit être particulièrement développé. Et pour cause, c'est la partie la plus sollicitée. Pour l'entretenir, Christopher démarre chaque entraînement par des tractions. Ça, c'est un élément de base pour la partie en force du numéro, qui est un très bon exercice. Ça, c'est clair, qui travaille bien les bras, les trapèzes. Deuxième étape, le travail du dos, également très sollicité chez un trapéziste. Ça étire un petit peu le dos, ça assouplit le dos et j'en ai besoin pour le numéro, en fait. Si le travail de Christopher concerne principalement le haut du corps, il ne doit pas pour autant négliger le bas. Un trapéziste fait aussi travailler ses jambes. Il y en a besoin pour que le corps soit tonique et la tonicité doit être des pieds à la tête. Mais pas trop pour pas prendre de poids
puisqu'on a besoin d'avoir des jambes légères. C'est grâce à ce type d'entraînement que Christopher parvient ensuite à réaliser sur son trapèze des figures exceptionnelles. Première difficulté pour les athlètes de haute voltige, se repérer dans l'espace. Et quand il est perché à plusieurs mètres du sol, ses projecteurs aveuglants, loin de le déstabiliser, vont au contraire l'aider. J'ai besoin de repères visuels constants, donc les lumières sont essentielles, parce que je me base beaucoup sur les lumières. Pour l'équilibre, c'est hyper important, et pour savoir où on se situe dans l'espace, en fait. La vue, c'est bien la première clé de son équilibre. La vue est essentielle pour tout ce qui est rattrape, parce que vous avez besoin de voir les cordes, parce que les rattrapes se font au dernier moment, vous avez besoin de voir la barre. Non, les yeux fermés, c'est pas possible. Ces repères visuels sont indispensables à sa stabilité. C'est ce que nous explique un véritable spécialiste de l'équilibre, le docteur Toupet. Tous les équilibristes du cirque, dont les trapézistes, les fils de ferris, tous ceux qui font des choses difficiles, ont besoin de repérer des cadres, des lignes, des formes pour se caler. Là, notre trapéziste qui aura des projecteurs sur la figure va avoir tout dans le noir, mais par contre, il aura des cordes de chaque côté. Il va s'accrocher visuellement sur cette barre et bien sentir comment il pivote par rapport à cette ligne. Notre système visuel marche comme ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas l'unique condition pour garder un équilibre parfait. Un autre organe va jouer un rôle déterminant, l'oreille interne. Explication. L'oreille interne, c'est un système qui va mesurer des déplacements. Dans ces petits tuyaux, les canaux semi-circulaires, il y a de l'eau. Et quand on bouge, il y a des portillons qui vont être bousculés. Dans les deux autres organes derrière, il y a des fils à plomb. Plein de petits fils à plomb, comme sur un tapis de mousse. Quand on bouge, ils se déplacent, comme nous dans une voiture, quand on freine, quand on démarre, quand on tourne. Donc la masse de ces petits cristaux stimule des organes et qui vont dire au cerveau, on vient de bouger. Si l'oreille est l'organe de l'audition, c'est également celui de l'équilibre. À l'intérieur de l'oreille, des récepteurs informent en permanence le cerveau sur la position exacte de la tête et sur ses déplacements. Ces informations participent aux réactions d'adaptation qui maintiennent l'équilibre du corps. Des réactions qui impliquent aussi les yeux, car c'est également l'oreille interne qui permet de stabiliser la vision. Démonstration avec Thomas, notre journaliste. Voilà, installez-vous. Cette machine permet d'observer le mouvement de ses yeux lorsque son corps bouge. Thomas porte des lunettes opaques équipées d'une caméra. Plongés dans le noir, les yeux de notre journaliste sont filmés tout au long de l'expérience. Ballottée dans tous les sens, l'oreille interne de Thomas va-t-elle jouer son rôle de stabilisateur? Regardez, alors qu'il est plongé dans le noir, ses yeux bougent pour stabiliser sa vision. L'oreille interne capte donc l'inclinaison de la tête et adapte la vue en fonction du mouvement. Quand je bouge, mes yeux bougent dans le sens inverse. Quand je vous regarde, mes yeux sont stabilisés. On peut croire que c'est la vision qui fait ça. Non, c'est l'oreille interne. Donc à tout moment, votre œil est maintenu sur un droit devant grâce à l'oreille interne. Pour le trapéziste qui doit maintenir un équilibre très exigeant, puisque c'est très dangereux, il ne doit pas bouger du tout, cette oreille interne mesure les petits déplacements, les petites rotations bien moins grandes que ce qu'on vient de faire et renseigne le cerveau pour qu'il puisse stabiliser l'équilibre. Mais alors, l'oreille interne d'un trapéziste est-elle meilleure que la nôtre? Chez un trapéziste, cette oreille interne fonctionne comme tout le monde. Ce qui est différent chez le trapéziste, c'est le cerveau. C'est l'entraînement, c'est qu'il est très attentif aux petits détails, qu'il va réagir très vite dès qu'il va bouger un peu, qu'il va entraîner son corps à une très grande exigence du maintien de l'équilibre. Vous l'avez compris, l'oreille interne de Christopher fonctionne à merveille. Mais la véritable différence, c'est l'entraînement qui a permis à son cerveau de décrypter les informations beaucoup plus rapidement que la moyenne. Il peut ainsi réaliser ses performances sans la moindre sensation de vertige, ni la moindre perte d'équilibre. Mais que ressent-il quand il tourne sur lui-même à plusieurs mètres du sol? Pas grand-chose, parce que je suis surtout concentré sur ce que je fais. Je suis dans mon truc, quoi. Je suis dans ma bulle, je suis dans le numéro. Et chaque soir, un véritable tonnerre d'applaudissements vient récompenser le talent de Christopher. Un talent qui doit autant à son entraînement qu'à sa vue et à son oreille interne. E = M6, d'autres secrets scientifiques des artistes de l'extrême dans quelques instants. À tout de suite. Maître Corgo, sur un arbre perché. Les ventriloques peuvent parler sans bouger les lèvres. Quel est leur secret? Ça, c'est la surprise. Où cachent-ils leur voix? Parlent-ils vraiment avec le ventre? Quelles sont leurs astuces pour nous bluffer? Pour percer tous leurs secrets, Mac Lesguy a pris un petit cours de ventriloquie. E = M6, les secrets scientifiques des artistes de l'extrême, deuxième partie. Comment les ventriloques parviennent-ils à parler sans bouger les lèvres?
Est-ce un don inné ou le résultat d'années d'entraînement? Tout le monde peut-il y arriver? Pour le comprendre, nous avons filmé un ventriloque de l'intérieur. L'occasion pour moi de prendre une première leçon de ventriloquie. Reportage de Tam Melaka. Et qui c'est qui va nous chanter une chanson? Bah, qui c'est qui va nous chanter une chanson? Je vais te le dire, moi. Chanson. Interpréter plusieurs personnages avec des voix différentes et tout cela sans bouger les lèvres, c'est le talent des ventriloques. Le cabaret. Ces artistes savent maîtriser leur voix et leur corps à la perfection. Mais où les ventriloques cachent-ils leur voix? Comment font-ils pour créer l'illusion? E = M6 a exploré les mystères de ces magiciens de la voix. Ça, c'est la surprise. Depuis plus de 20 ans, Christian partage la scène avec Freddy et bien d'autres marionnettes. Ce ventriloque a découvert son talent un peu par hasard. À l'âge de 7 ans, on m'a offert un petit personnage. Ah bon? Oui, ce petit personnage, c'était mon doudou. Et ce doudou-là, je l'ai fait parler. Jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est devenu, bon, c'était pour faire rire les copains, la famille. Et puis après, on a commencé à vouloir en faire peut-être un métier. À force de travail, Christian a acquis une technique impressionnante. Entre l'homme et la marionnette, les répliques fusent. Et pourtant, Christian est le seul à parler. Regardez, c'est incroyable. 1, Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien. Pour comprendre comment tout cela fonctionne, direction le cabinet du docteur Abitbol, l'un des spécialistes mondiaux de la voix. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Ça va? Très bien. Allez, Allez, on va essayer de merci. comprendre comment tu fais, toi. D'accord. Allez. Merci, docteur. Christian a-t-il une anatomie particulière? Grâce à une petite caméra, le docteur Abitbol compare la gorge du ventriloque à celle d'un autre homme. À gauche, la gorge de Christian. À droite, celle d'un autre patient. Le constat est clair. Regardez, les cordes vocales du ventriloque sont hyper tendues, elles sont donc plus musclées. Les articulations du larynx sont aussi plus développées. Grâce à un entraînement régulier, Christian a su décupler la capacité musculaire de sa gorge. Mais notre ventriloque a un autre atout. Il aurait autant de souffle qu'un ténor. Un jour, mon La capacité respiratoire lors de la ventriloquie est largement égale, voire supérieure à un chanteur d'opéra. Freddy, Oui, on va aller t'expliquer comment ça fonctionne. d'accord, docteur. T'es d'accord? Oui, docteur. Quand le ventriloque parle, pourquoi ses lèvres ne bougent-elles pas? Eh bien, les cordes vocales vibrent, bien sûr, mais le pharynx se contracte, la langue se contracte, la luette se contracte et crée ici, avec l'épiglotte, qui est ici, des lèvres derrière les lèvres. Ces lèvres sont légèrement ouvertes, jamais fermées, pour que le son puisse sortir, bien sûr. Donc, il ne parle pas avec le ventre, il parle avec ses cordes vocales. En clair, regardez ce qu'il se passe dans la gorge de Christian. En contractant les muscles de la langue, du larynx et du pharynx, il crée des lèvres au fond de sa gorge. C'est cette deuxième bouche qui lui permet de parler en gardant le visage immobile. La position et la forme de ses lèvres de substitution changent en fonction des sons qu'il prononce, mais aussi de la voix qu'il prend. Ainsi, si Christian place ses fausses lèvres dans le fond de sa gorge, la caisse de résonance est plus grande et le son semble venir de très loin. Démonstration. On donne l'illusion de transposer une voix sur un autre personnage. On peut faire une voix derrière la porte, une voix dans une boîte, une voix étouffée ou une petite puce qui parle. Dis bonjour. Bonjour. Chante. Allez, parti. Maintenant que nous avons décrypté les mécanismes de la ventriloquie, voyons s'ils sont faciles à mettre en place. Mac Lesguy a suivi un cours particulier. Christian, bonjour. Bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour. Alors, est-ce que je peux devenir ventriloque moi aussi? Vous voulez essayer de devenir ventriloque? Oui. Première difficulté, apprendre à ne pas bouger les lèvres. Pour cela, le ventriloque propose à Mac de parler avec un stylo entre les dents. Essayez de le faire chez vous. Et là, vous allez prendre une petite voix. Voilà. Voilà, et vous allez faire l'alphabet. Donc ça va vous permettre de coincer vos lèvres contre le crayon et de faire l'alphabet. A, B, E, G, E. Comme vous pouvez le constater, même avec un stylo pour maintenir la bouche fermée, prononcer quelques lettres n'est pas évident. Pas mal pour un début. Seconde étape, apprendre à faire vivre sa marionnette. C'est un jeu au départ. On joue, on est là, on joue, tous les deux. Voilà, on passe des heures à jouer. Et voilà, il est là, un câlin. Hein. Voilà, on travaille sur la technique, je dirais, de comédien.
Et puis après, on essaie d'y croire. Et quand on y croit, on fait croire aux gens que voilà, montre que tu es intimidé. Oui. Il t'intimide. Oui. Ça va être un concurrent. Tu crois que ça va être un concurrent? C'est R. Après ces quelques conseils, Mac Lesguy tente de donner la parole à Freddy Junior. Avec vous? Un coup, oui. Un coup, oui. C'est difficile. Non, mais à tout de suite. À tout de suite. Apparemment, il y a encore du pain sur la planche. C'est quand même pitoyable. Alors, ce dont je m'aperçois, c'est que les lettres, les sons qui viennent du fond de la gorge avec les cordes vocales, A, I, O, c'est facile de les reproduire sans bouger l'avant de la bouche. Par contre, il y a tout ce qui met en jeu les lèvres, qui sont difficiles à reproduire uniquement avec le fond de la bouche. Alors, quels sont vos trucs? On a nos techniques pour masquer. Voilà. Freddy va réciter une fable de La Fontaine que vous connaissez tous. Écoutez-la bien pour essayer d'identifier ces trucs. Maître renard, car l'odeur alléchée lui tinte à que crée ce langage. Alors? En prêtant l'oreille, j'entends lui teintatterait ce langage, Oui. voilà. Et à part ça, non, j'ai l'impression que tout est parfait. Ah. Ce n'est pas tout, Mac. Il y avait d'autres trucs à découvrir. Étant donné que votre oreille, vous connaissez le corbeau et le renard, Ouais. c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et si vous l'écoutez bien au studio, vous allez bien voir que Maître Corbeau, le M, il n'est pas dit. Il est remplacé Non. par un N. Ces lettres que Christian avale ou remplace sont appelées des labiales. Des consonnes qu'on ne peut prononcer qu'avec les lèvres. Comme le P, le M, le B, le F ou le V. Écoutons de nouveau l'extrait de la fable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un rongage. Christian a remplacé ces consonnes labiales par d'autres. Regardez les mouvements de notre bouche lorsque l'on prononce un M. M, Et maintenant un N. N. Pas de doute, les ventriloques sont des magiciens de la voix. Mais ce n'est pas un peu perturbant de ne faire qu'un avec sa marionnette? Je pense que le ventriloque est un comédien, un acteur qui transpose son deuxième côté comédien sur le personnage et garde son côté à lui. Donc c'est plus de la comédie que le côté schizo, ce qu'on appelle nous la schizophrénie. Ah, Schizo-Freddy! Mais quel bout en train ce Christian! C'est Freddy, quoi, c'est rigolo. Oui, c'est un gag de ventriloque, ça. E = M6, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Au revoir.